Il est 18h et vous suivez Kinshasa Direct. Merci de votre fidélité. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout dernier numéro de la semaine dans les dossiers du soir. Deux thématiques principales. D'abord, la question du développement de la province du Kwango et Kenge particulièrement. Mais également, nous allons parler du processus électoral, l'apaisement, oui. Mais comment? Pour répondre à ces deux thématiques, deux personnalités, Lupsin Mukanza, communicateur du président de l'Assemblée nationale, et après lui viendra aussi Chama Mouela, qui est président de la Ligue des jeunes du parti politique, la CRD, la Convention pour la République et la démocratie. Mais bien avant tous ces dossiers, nous prenons l'actualité, les grandes lignes avec Moïse Tiamala qui est déjà là. Bonsoir Moïse et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan Kouba-Boranzi, merci, bonsoir à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Le commissaire supérieur principal Sébastien Kaboulo, chef de la police du territoire des Kasenga dans la province du Haut-Katanga, n'est plus de ces mondes. Il a été retrouvé mort ce vendredi 21 juillet. Selon les sources concordantes, Sébastien Kaboulo a été victime d'un assassinat. Son corps a été retrouvé dans un puits à moitié nu et ligoté à temps appris. Et puis l'assassinat des chérubins au Kende sont partis ensemble pour la République exige la mise en place d'une commission d'enquête indépendante et internationale pour que la vérité soit connue de tous. Processus électoral en RDC, l'opposant Martin Fayulu et l'ECD annoncent les lancements de la campagne. Pas de fichiers fiables, pas d'élection en décembre. Martin Fayulu et son parti exigent l'audit du fichier électoral avant les élections. Et puis en sport football, l'ancien sélectionneur des Léopards des moins de 20 ans et coach de plusieurs clubs du pays et même à l'extérieur, Andy Magloire Foutila a tiré sa révérence ce vendredi matin aux cliniques universitaires des suites d'une maladie. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Jenny KMB, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Gaëtan Kouba-Boranzi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, c'était les grandes lignes de l'actualité qui vous seront développées en long et en large avec Jenny KMB, comme l'a dit Moïse Tiamala. On marque une pause tout juste pour reprendre et commencer avec le premier invité, Lupsin Mukanza.
Si vous venez à peine de nous rejoindre, bienvenue à vous, bienvenue dans ce Kinshasa Direct qui commence avec une première thématique, la question du développement de la province du Kwango, avec un des communicateurs de M. Mbosso Kodia, le président de l'Assemblée nationale, Lupsen Mukanza. Mon invité, bonsoir M. Mukanza. Bonsoir M. Gaëtan, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Ouais. Vous êtes de plus en plus un des habitués de Télé 50. On vous voit dans l'invité dans Kinshasa Direct, ça c'est la deuxième fois déjà. Oui. Alors vous défendez si bien le président de l'Assemblée nationale. Il est l'une des très hautes personnalités à avoir réagi après la mort de Chérubin Okende. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a présenté ses condoléances. Il a également présenté son vœu de vouloir à ce qu'une enquête soit mise en place et ce, rapidement. Alors, mais jusque-là, on l'a pas vu dans la résidence de M. Okende, comme l'ont fait d'autres personnalités, particulièrement ceux de l'opposition. De moins en moins, les pouvoirs en place et tout le monde qui tourne autour de ce pouvoir ne vont pas rendre visite à la famille de M. Chérubin Okende. Et oui, merci beaucoup. Évidemment, la mort de l'honorable Chérubin Okende a touché pratiquement tous les Congolais, et plus particulièrement notre autorité morale, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a empêché, dès lors qu'il avait appris la disparition brutale, et avec l'assassinat odieux de Chérubin Okende, il avait dépêché à la résidence du défunt, le bureau, pratiquement tous les bureaux de l'Assemblée nationale, pour aller présenter les condoléances à la famille, et surtout manifester leur compassion à toute la communauté éprouvée. Donc lui-même, c'est vrai qu'il n'était pas sur place, mais il s'est fait représenter. Et je pense qu'en attendant que le programme officiel soit établi, je crois qu'il va compatir avec la presse. Oui, oui. Il pourra faire un déplacement, c'est ça? Tout à fait, obligatoirement. Oui. Parce que d'abord, l'honorable le défunt, c'est... il fit un député national qui a siégé, c'est évidemment que c'est lui qui devait être au premier plan par rapport à ces obsèques-là. Alors, on reproche également au pouvoir, c'est vrai, le pouvoir a manifesté la volonté de mettre en place une enquête mixte, mais l'opinion a été surprise de voir la sortie médiatique du procureur général après la Cour de cassation qui a pratiquement présenté les conclusions des enquêtes préliminaires, alors que la commission mixte tant attendue, qui devait être constituée à la fois des Sud-Africains et des Belges, n'a pas encore été constituée et mise en place. Je pense que le procureur a fait déjà 2 sorties, si je m'abuse. La première, c'était pour annoncer par rapport à cette commission. Ouais. Et évidemment aussi pour essayer un peu d'éclaircir par rapport aux déclarations des uns et des autres liées à l'enlèvement, au supposé enlèvement de Chérubin Okende. Mais aussi, n'oubliez pas, M. Gaëtan, que nous sommes avant tout un État souverain. Donc on ne peut pas empêcher à la justice congolaise de fonctionner. Et évidemment, pour plus de transparence, c'est le gouvernement congolais qui avait décidé à ce que cette commission d'enquête soit élargie à d'autres services, notamment avec l'expertise belge, sud-africaine et d'autres pays. Et tel qu'exprimé par le gouvernement, et évidemment ces pays-là devaient répondre, notamment en dépêchant ces équipes ici sur place. En attendant, nos services attitrés ne devaient pas rester mains croisées, ils devaient continuer d'abord avec les enquêtes préliminaires, comme vous venez de le dire vous-même, mais aussi dans le souci d'éclairer les opinions. Les conclusions ou les conclusions rendues, bien que préliminaires, et n'excluent pas, parce que vous avez suivi les déclarations, ils ont été clairs pour dire que toutes ces conclusions feront objet aussi d'une contre-expertise. Mais pour l'opposition, ce sont des enquêtes précipitées, une fuite en avant. Non, je pense que maquiller et de mettre en scène justement l'affaire. Je pense qu'il n'y a que la justice dans ce pays qui peut nous établir la vérité par rapport à l'assassinat crapuleux de l'honorable Chérubin Okende. Alors, les déclarations des uns et des autres n'ont aucun soubassement. Ici, nous avons des services attitrés, habilités à mener des enquêtes. Je pense que s'il y aura de versions à établir, je pense que tous les services ont été mis à contribution. Ils ne vont pas parler pour faire des déclarations vides,
mais ils vont parler avec de preuves pour établir, pour essayer un peu d'éclairer l'opinion par rapport à cet assassinat. Donc, nous ne pouvons pas dire que cette déclaration, c'est une fuite en avant. Non, non, non. Nos services continuent à faire leur travail. Et s'il y aura une expertise étrangère qui va arriver, et en attendant qu'elle arrive, il va aussi continuer à faire le travail, à vérifier ce qui a été fait jusque-là. Pourtant, ce n'est pas de cet œil que voit l'opposition pour elle, étant donné que la justice congolaise avait annoncé la mise à contribution d'autres services. Elle était de facto dessaisie de ce dossier jusqu'à l'installation même de la commission mixte. Je ne veux pas me substituer à la justice et pour essayer un peu de donner les points de vue ou par commenter les points de vue sentimentaux de l'opposition. Alors, on ne peut pas aussi, vous avez suivi vous-même, il y a même des gens aussitôt disparus qui ont commencé à citer, à culpabiliser certaines personnalités dans notre pays. Et nous, à la CRD, nous ne sommes pas habitués à aborder certains problèmes cruciaux dans ce sens-là. Chez nous, nous laissons, comme la justice, comme le chef de l'État l'avait instauré, laisser la justice faire son travail. Et la justice est en train de travailler et nous nous réservons la primaire à la justice de nous donner les conclusions. Les déclarations qui ont été faites jusque-là, bien que préliminaires, entrent justement dans le cadre du travail qui est en train d'être fait, dans le cadre des enquêtes qui sont menées par rapport à la disparition de l'honorable Chéribin Okende. Ben alors, on remet en cause même l'enquête en soi parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie faite sur la dépouille. Je pense que... mais également, il n'y a pas eu d'enquête balistique pour savoir justement la balle qui a été retrouvée sur le col provient-elle exactement de l'arme retrouvée dans le véhicule. On parle, je vous ai dit qu'on parlait même des enquêtes préliminaires. Ça signifie que le travail continue à être effectué. Toutes les expertises seront mises en contribution, notamment l'expertise médicale aussi et tant d'autres. Donc, il est pour nous, pratiquement, nous pouvons dire... à ce stade, nous ne pouvons pas, dans un premier temps, commenter cette actualité dans un sens comme dans un autre, étant donné que la justice n'a pas encore rendu les conclusions du travail qui est en train d'être fait. Mais nous faisons confiance à notre justice, nous faisons confiance à l'expertise. Et bien entendu, ce que la justice congolaise va accomplir comme travail, ça sera aussi contre-vérifié par l'expertise sollicitée par le gouvernement de notre pays, d'autres partenaires étrangers. Donc, nous restons confiants à la justice pour que la lumière soit faite et que le coupable soit sévèrement puni et déféré devant les instances compétentes. Ben, c'est vous qui faites confiance en la justice. Ce n'est pas, en tout cas, c'est comme ça que dit l'opposition. Pour elle, cette justice est inféodée sous le pouvoir, sous le dictat même du pouvoir en place, raison pour laquelle Moïse Katumbi a mené des démarches pour demander à ce que la MONUSCO puisse mener toutes les enquêtes. Bon, moi, je n'entre pas dans ces débats-là du parti de M. Katumbi. Ce qui a beaucoup plus retenu mon attention, c'est l'agitation constatée depuis un certain temps au sein de tous les dirigeants de l'ensemble qui multiplient les actions et des déclarations et voulant même faire de la mort de M. Chéribin Okende un fonds de commerce, certains pour se référer à une santé politique. Alors, c'est pratiquement craché sur la mémoire de l'illustre disparu. Et je pense qu'à ce stade, ils ont sollicité la MONUSCO, le gouvernement n'a pas fermé la porte à personne, donc tout le monde sera associé. Mais nous appelons seulement aux dirigeants de l'ensemble pour la République d'arrêter de s'agiter, de laisser la justice faire son travail comme il se doit. Donc, qu'ils arrêtent avec des messes anticipées pendant que le corps est encore à la morgue. Et bien entendu, on n'est même pas au 40e jour de l'enterrement. Alors, et tout cela, ça donne de matière à réflexion. Mais nous faisons confiance à la justice. Nous croyons fermement que la justice fera son travail pour que la lumière soit faite par rapport à cet assassinat barbare de l'honorable Chéribin Okende. Pour l'ensemble, pour la République qui a sorti un communiqué, c'est plutôt la justice et les comptes du pouvoir qui s'agitent. Il y a que les gens peuvent constater, les gens peuvent constater pour apprécier si c'est réellement c'est le pouvoir qui s'agite. Depuis la disparition, il fallait seulement voir comment les déclarations publiées, que ce soit dans les médias sociaux, que ce soit à la télévision, et donc c'est ça.
Mais jusque-là, le gouvernement s'est mis sur la piste d'organiser une enquête sérieuse pouvant établir les responsabilités et par rapport à la disparition brutale de l'honorable Chéribin Okende. Je pense que du côté pouvoir, il n'y a pas d'agitation. Alors, l'opposition dit que cette agitation s'explique notamment par le fait que dans la même soirée où l'on a annoncé la mort de M. Okende, c'était le 13 juillet, si je ne m'abuse pas, la Cour a tenu un point de presse dans lequel elle a nié avoir reçu ou avoir vu M. Okende dans, je dirais, aux alentours même de son bâtiment. Tout à fait. Justement, tandis que lorsque vous lisez un article de Le Monde, dans Le Monde, c'est clairement établi que d'après des témoignages retenus ou recueillis sur place, M. Okende était bel et bien là, dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Nous vivons dans un monde numérique aujourd'hui. Une personnalité comme Chéribin Okende qui débarque là-bas et il vient, il est enlevé pendant la journée, pas la nuit aussi. Et jusque-là, je n'ai pas vu une seule photo ou une seule vidéo de son arrestation. Vous avez suivi vous-même les témoignages à la télé. Il y en a même qui parlaient qu'ils ont vécu. Monsieur même qui a témoigné qu'il a vécu la scène. Il était quelque part, il a couru. Il a vu qu'il était embarqué dans une Jeep blanche, des histoires comme ça. Soyons sérieux quand même. Alors, cette personne-là était capable de montrer comment le monsieur a été enlevé. Écoutez, monsieur Gaëtan, nous devons apprendre à respecter... C'est un nettoyeur qui a témoigné et ses propos ont été repris dans un article publié par Le Monde. Je pense que ces nettoyeurs-là, et aujourd'hui, vous êtes là, même ici en bas, ici, si on venait à prendre ne fût-ce qu'un chèque et ici l'amener devant nos militaires, vous aurez une vidéo. Pas forcément. Vous aurez une vidéo. Aujourd'hui, si vous rentrez chez vous, et on pendant ne saura la pas journée, que vous êtes et passé par là. puis vous pensez qu'une personnalité qui a lutté, qui a été au pouvoir et qui a lutté aussi aux côtés de l'opposition pendant plusieurs années peut venir se faire prendre comme un gamin comme ça. On vient dire monsieur partons et puis il tourne le véhicule lui-même, il recule calmement sans que ça fasse une discussion. Donc je ne veux pas précipiter mes analyses parce que l'interpellation récente de M. Mike Moukeba et pourtant à ce jour il doit se trouver à la prison de Makala. Je pense que l'interpellation et l'enlèvement, ce sont deux choses différentes. Je n'ai pas voulu utiliser le mot enlèvement. Exactement, parce que non, on parle de l'enlèvement parce que jusqu'après l'avoir été enlevé, il a été retrouvé mort. Mais comment on peut amener quelqu'un contre sa propre volonté sans que cela ne fasse de bruit? Et donc c'est ça. Je pense que je ne vais pas beaucoup m'attaler parce que nous avons un principe de pouvoir respecter la justice, que la justice fasse son travail. Et nous n'allons pas aussi incriminer les gens, mais que les analyses, les enquêtes sont réservées d'abord à la justice. J'ose croire que, au regard des agitations constatées ça et là, sincèrement, les camps qui s'agitent est bien connu. Les jours à venir seront très riches en événements pour pouvoir nous montrer et établir les responsabilités. Justement, quant aux jours à venir, comment voyez-vous l'issue de cette affaire ? Je fais confiance à notre justice, je fais confiance aussi à l'expertise sollicitée. Et c'est dans la mesure, dans le souci du gouvernement de pouvoir mener une enquête qui soit sérieuse, vraiment qui peut nous aboutir vraiment à établir le coupable, les responsabilités de tous ces gens qui ont concocté cette mort brutale. Donc je pense que je fais confiance à la justice et la justice fera son travail et les conclusions seront rendues. Je pense que au regard des faits, peut-être qu'ils seront présentés, les uns et les autres pourront tirer des conclusions par rapport à ça. Mais en attendant, nous n'allons pas nous laisser dans les spéculations, surtout céder à la tendance de l'opposition qui veut à tout prix qu'on dise que c'est elle qui a fait, c'est l'autre qui a fait, mais attendons la justice. Et la justice a bien dit qu'il a même des téléphones portables de tous les incriminés. Donc n'oubliez pas qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites, que quelqu'un aurait appelé le Chéribin à ces heures-là. Donc les réseaux de téléphonie mobile vont mettre aussi leur contribution pour établir les responsabilités. Donc la primaire reste, nous réservons la primaire à la justice, que la justice fasse son travail. Évidemment, c'est un père de famille qui a lutté, qui était au gouvernement, qui a servi la nation. Il ne peut pas être aussi arraché pour satisfaire les intérêts de personnes ou bien par le souci de s'aimer les chaos dans le pays qui peut être arraché brutalement.
Et ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi nous remettons tout entre les mains de la justice. Alors, pour le CLC, le comité laïque de coordination, composé présentement par le professeur Isidore Ndayouel et d'autres professeurs qui ont signé conjointement un communiqué publié de cela 3 jours, il faut un dialogue. L'une des choses qui a crispé davantage l'espace politique congolais, c'est cet assassinat. Et la seule voie de sortie pour ce comité-là, c'est le dialogue. Qu'en pensez-vous? Bon, il n'est pas interdit que les gens se mettent autour d'une table et dialoguer. Nous sommes en démocratie. Mais nous devons avant tout juger l'opportunité des dialogues. Dialoguer pour aboutir à quoi? Nous sommes à quelques mois des élections. Nous devons dialoguer pour aboutir à quoi? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, tous ces gens-là qui proposent le schéma de dialogue, le schéma des transitions, de ceci, c'est justement, ils ont des agendas cachés, c'est pour qu'on arrive dans un moment où le pays peut sombrer dans le chaos parce que tous les pouvoirs n'auront pas de légitimité. Je pense que s'il y aura dialogue, qu'on organise d'abord les élections, ça c'est un point de vue personnel, ce n'est pas le point de vue de mon parti, qu'on organise d'abord les élections. Et c'est après les élections peut-être qu'on peut penser se mettre autour d'une table et régler des questions vitales de notre pays. Mais ne sentez-vous pas en tant que politique que cette crispation des choses ici au pays, sur le plan économique, la population n'a plus confiance en ses autorités économiques, la hausse du coût de la vie, la justice, n'en parlons pas, la sécurité et les kidnappings ici à Kinshasa, mais également le processus électoral en question est remis en cause par pas mal d'opposants, Martin Fayoulou, le FCC, etc. Il y a peu d'engouement lors du dépôt des candidatures. Ne sentez-vous pas que les choses sont en train de se congestionner davantage? Toutes ces questions évoquées, M. Gaëtan, ce sont des questions qui relèvent de prérogatives reconnues au gouvernement. S'il y a inflation, s'il y a kidnapping, c'est au gouvernement de la République de trouver des solutions. Je pense que le gouvernement est en train, petit à petit, de se pencher sur toutes ces questions évoquées par vous, notamment sur la sécurité des personnes et de leurs biens, et sur la situation, les phénomènes kidnapping, notamment sur l'inflation aussi. Vous avez suivi, le ministre des Finances a annoncé une batterie de mesures prises pour essayer un peu de contenir cette inflation, notamment aussi liée aussi aux spéculations, parce que c'est un secteur qu'on a laissé entre les mains des échangeurs. Tout le monde fait ce qu'il pense, tout ça. Parce que tout le monde peut ramasser de l'argent où il veut, il fixe les taux qui lui reviennent pourvu qu'il ait des devises. C'est pourquoi le gouvernement de la République a pris des mesures dans ce sens-là. Donc, toutes ces questions-là ne peuvent pas faire objet de dialogue parce que c'est le gouvernement, ce sont des problèmes qui vont se poser, qui se posent et auxquels le gouvernement est appelé à répondre. Donc, je pense que c'est ce qui doit être fait. Et l'alerte sur l'invasion imminente de notre pays par le Rwanda, faite récemment par les FARDC. Oui, je pense que j'ai suivi la réponse du gouvernement rwandais qui nie pratiquement l'existence de ces communiqués, mais en même temps qui accuse aussi les forces armées de la République démocratique du Congo de préparer une attaque. Vous croyez en ce communiqué plus qu'en communiqué de le FARDC? communiqué de FARDC a été signé. Et évidemment, je pense que les services renseignements, vous connaissez la politique rwandaise, et ils font des choses et parfois ils nient pour se victimiser comme d'habitude. Et toute la communauté internationale sait pertinemment bien que le Rwanda se trouve sur le sol congolais. Et aujourd'hui, le gouvernement de la République est en train de tout mettre en œuvre pour qu'une paix durable revienne dans notre pays. Cela passe d'abord par la redynamisation de nos forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi par la mise en place d'une force d'intervention rapide. Je pense qu'à ce stade, tout était mis. Cela ne nécessite pas de mettre ensemble les fils et les filles congolais pour qu'ils réfléchissent à comment mettre le président de la République avait déjà proposé les états généraux sur l'état des sièges instaurés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu où sévissent pratiquement où règne l'insécurité. Je pense que c'est autour de ces assises-là
que des questions vont être discutées, des questions pertinentes liées à la sécurité de la c'est connu de tous, même par les humanitaires, oui, tous les rapports des églises et des ONG, que l'état des sièges n'a pas produit les effets escomptés. Non, je pense que par rapport aux résultats, c'est vrai que ce que les gens pouvaient attendre, ce n'est pas arrivé, mais je ne pense pas que l'état des sièges n'a produit quelque chose. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que ce que nous devons faire maintenant, c'est d'abord, dans un premier temps, d'essayer un peu de réévaluer, d'identifier. D'ailleurs, le ministère de la Défense a déjà lancé les services de contrôle au sein de l'armée. Et vous avez suivi, M. Gaëtan, que là-dedans, on a découvert aussi quelques problèmes par rapport au grade. Quelqu'un qui n'a pas suivi l'échelonnement normal pour atteindre un grade, mais où il est bombardé à telle fonction et tout ça. Je pense que c'est à travers ces processus-là que nous pouvons aboutir dans un premier temps à purger tous les infiltrés qui se retrouvent aujourd'hui au sein de notre armée. Et dès que ces gens-là sont extirpés de notre armée, maintenant nous allons essayer de nous organiser pour qu'à chaque fois, tout ce qui est décidé comme stratégie militaire, que cela ne filtre pas au sein de l'armée. Et vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, l'ennemi ou tous ces pays voisins qui nous attaquent, notamment le Rwanda, ont essayé un peu de nous affaiblir. La meilleure façon de nous affaiblir, c'était d'infiltrer nos services de sécurité. Et le gouvernement de la République a pris conscience de cela et le travail est en train d'abord d'être fait sur ce plan-là. Et aujourd'hui, après que l'embargo soit levé sur les armes, la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance. Elle est équipée. Maintenant, dans les jours à venir, nous serons en mesure de sécuriser définitivement nos frontières. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut. Dialoguer, non, pour moi, mais c'est inopportun, d'après vous. Inopportun. Continuer à réfléchir comment prendre à bras le corps cette question-là pour une solution définitive. Oui, parce que ce sont des stratégies militaires. Ce sont des stratégies militaires. Et pour quelles raisons pourrait-on dialoguer alors? Ou à quel moment? Le dialogue ne peut, pour moi, le dialogue ne peut voir le jour que s'il y a une réelle crise de légitimité, par exemple. Aussi, s'il y a, par exemple, notre pays est menacé, son intégrité est menacée, qu'il faille à tout moment ressouder les coudes, tout ça pour essayer. Mais là, le dialogue peut être un dialogue sectoriel, comme l'a envisagé le président de la République, pour essayer un peu de voir des questions spécifiques par rapport à un territoire, un territoire donné de notre pays. Mais pour le moment, du fait que nous sommes pratiquement à la veille des élections, tout dialogue pour moi s'avère inopportun. Alors, on va basculer peut-être à la question électorale en faisant un lien entre cette question et le développement de la province du Kwango. Alors, les récentes images que j'ai vues m'ont montré que l'un des fils de M. Mbosso Kodia est candidat aux législatives dans la province du Congo. Cela ne confirme pas les allégations avancées ici par certains, comme quoi M. Mbosso Kodia est en train de préparer des gens de sa famille à occuper des postes dans la province. Non, il n'en est pas question. Vous savez que dans notre pays, il y a aussi il y a le goût. Il y a des familles qui ont donné aussi des footballeurs. Il y a des familles aussi qui ont donné des politiciens, notamment la famille, je peux dire la famille Kambinga et tant d'autres aussi, les Sesanga et les autres là-bas. Les Kamitatu et les autres ont suivi le goût de la famille. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale aussi, il a un de ses fils, notamment Raoul Mbosso, et qui a toujours été aux côtés de la population. De la province du Congo, notamment de la ville de Kenge. C'est lui qui était présenté comme le gestionnaire de Transco. Il n'a pas été, accusé à tort, je peux dire ça comme ça, pas présenté, parce que
Et étant un acteur de développement, il est toujours au four et au moulin pour les questions qui touchent au développement de sa province. Et les gens souvent l'accusent à tort aussi de pouvoir s'y mixer dans certaines questions, notamment pour la seule raison du fait qu'il se préoccupe de sa province, il est soucieux du développement de sa province. Et c'est une demande pressante de la population de la ville de Kenge qui a sollicité que ces mécènes, cet homme qui a toujours aidé la population à travers des actions sociales, à travers des projets de développement, à travers l'encadrement de la jeunesse, mais aussi de la jeune dame et même des filles mères. Et ils ont dit qu'ils pouvaient bien pouvaient bien représenter la population de la ville de Kenge en étant l'élu. Donc il n'a pas hésité, il a accepté volontiers la demande de la population. Donc il sera candidat député national pour la ville de Kenge. C'est la demande de la population? Oui, sur la demande de la population. C'est la même population qui a arrêté Matata Ponyo, qui voulait venir répondre à l'invitation de la justice. La population congolaise l'a arrêté, l'a empêché. C'est le même discours, en fait, je voulais dire. Et bon, je ne sais pas trop cette question-là liée par rapport à Matata Ponyo, mais moi j'ai dit que je suis natif de Kenge, je vis à Kenge, j'ai été là, je suis en contact permanent avec la population de cette ville. De temps en temps aussi, je me rends là-bas, et quand je vous dis que c'est par rapport à la demande de la population, donc il a répondu à ça, et donc il sera les représentants de cette population. Donc voilà. Justement. Si on lui accorde la confiance. Alors, vous aussi, parallèlement, vous êtes accusé d'être un transhumant politique, une sorte de chauve-souris. Vous êtes à la merci du plus offrant. Hier, vous étiez sous la casquette d'un parti politique donné. Aujourd'hui, vous défendez bec et ongle M. Mbosso Kodia. Quoi de plus normal que vous défendiez aussi son fils? Bon, en fait, en venant ici, en cours de route, quelqu'un m'a appelé, un notable de chez nous. Il me dit non, quand vous allez là-bas, ne répondez pas à tout ce qu'on a dit sur vous, parce que le monsieur qui a parlé... c'est un aigri. Il n'est pas un aigri. On a dit qu'il n'a pas terminé sa prise en charge médicale au CNPP à un certain moment. Donc, il aurait des problèmes psychiques. Donc, ne répondez pas à ces jeunes hommes-là. Si ce n'est pas vous qui les dites, c'est quelqu'un d'autre. Non, on m'a appelé. Je rapporte ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit non, je ne viens pas parler de lui. Je suis venu uniquement pour... parler de mon parti, la CRD, de son autorité politique, les sages de la République, Christophe Mbosso, donc sans faire allusion aux élucubrations de... C'était M. Chidéric Ndossa, de l'UNC. Oui, M. Chidéric Ndossa, de ces fugitifs du CNPP, donc je ne pouvais pas le faire. Donc je ne les connais pas. Et d'abord, quand on m'a dit j'étais dans le parti de l'honorable Jonathan Ouattara, que je respecte beaucoup. Non, l'honorable Jonathan Ouattara c'est un leader de ma province, et qui évolue aussi très bien, mais je n'ai jamais été dans son parti même pour une minute. Et je l'apprécie aussi, j'apprécie son courage, mais je n'ai jamais été membre de son parti. Donc déjà, vous comprenez que la personne qui m'a appelé avait raison du fait que quand il parle avec insistance que j'étais dans un parti politique, donc... le monsieur doit avoir des problèmes sérieux, des troubles psychiques, pardon. Il s'est mal renseigné sur vous. Pas mal renseigné. Donc, c'est-à-dire que quand vous ne savez pas quoi dire, quand vous avez vous n'avez pas un raisonnement cohérent, vous allez. Alors, je l'ai vu même ici se présenter comme professeur assistant. Alors, j'ai commencé à trembloter là où j'étais. Non, assistant docteur, j'ai commencé à trembloter aussi pour dire, mais comment à la faculté des droits on a recruté un monsieur comme ça, ou carrément c'est une casquette qu'il utilise abusivement, parce que moi je suis dans plus de 10 ans que je suis dans l'enseignement supérieur universitaire. Je sais qu'un assistant c'est celui qu'on recrute pour commencer une carrière scientifique. Il assiste un professeur, après publication vous pouvez devenir chef des travaux, après chef des travaux si vous continuez.
ou même en étant en assistance, si vous avez la possibilité d'avoir une bourse, vous pouvez aller poursuivre vos études ailleurs, vous revenez docteur. Ou quand vous continuez ici, vous êtes chef de travaux, après chef de travaux, vous soutenez votre thèse, vous devenez docteur à thèse. Et vous ne devenez pas automatiquement professeur parce que vous devez attendre l'arrêté, après avoir déposé votre dossier au conseil d'administration, l'arrêté du ministre des tutelles, vous conférant le grade de professeur associé. Donc, ce sont des échelonnements normaux. Quelqu'un, quand il vient ici, il peut peut-être dire qu'il est doctorant, ça peut se trouver, mais quand quelqu'un dit qu'il est assistant professeur, déjà à la fac, ça pose problème. Donc, de telles personnes, nous n'allons pas donner... Mais finalement, vous lui avez répondu alors? Je devais faire une mise au point par rapport aux appels reçus de la communauté et de la notabilité de chez nous, hein, et pour ne pas verser dans ces spectacles qui n'honorent pas même les gens pour lesquels nous venons représenter ici sur le plateau de télévision. Donc nous sommes à l'école de l'excellence, nous sommes à l'université de la CRD où on forme les gens à un comportement républicain par lui-même le président de l'Assemblée nationale. Et on ne nous forme pas pour venir faire des spectacles au nom des gens sur le plateau de télévision. Nous nous sommes concentrés, nous sommes les serviteurs de la République, nous accompagnons le président de la République. Voilà le message que nous venons de passer et nous sommes préoccupés à toutes les questions qui touchent à la nation. Donc nous ne pensons pas beaucoup de temps à venir parler des autres. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a commencé sa carrière en étant au service et de son pays et de sa communauté. Et donc, je parle de la province. Aujourd'hui, les questions liées à l'électricité, les gens qui ne savent pas que le courant de Bukangalonzo existe là depuis 2014, ce projet a été porté au plus haut niveau par le président de l'Assemblée nationale. À ce jour, la population congolaise qui me suit peut être rassurée pour dire que le conseil d'administration de la Société nationale de l'électricité avait donné déjà son avis favorable par rapport à ces projets. Il n'est resté peut-être, si je ne suis pas informé, la signature du contrat pour le débit des travaux effectifs pour le transport de l'électricité vers la ville de Kenge. Ce projet a été porté par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avec l'appui et la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lorsqu'il a rencontré quelques obstacles à la SNEL, il a voulu faire tomber la tête du directeur général qui, heureusement, a été rétabli très récemment. Qu'est-ce que ça fait à M. Mbosso Kodia de voir Fabrice Moussine être rétabli? Il n'a jamais voulu faire tomber le directeur général. Le directeur général a été interpellé par un député bien identifié. Et les questions du président de l'Assemblée nationale. Les questions qui lui ont été posées sont des questions essentiellement d'ordre technique. On n'a pas fait allusion à au problème de l'électrification. Et comment ça se fait qu'il soit retenu s'il a été aussi incompétent comme c'était allégué pendant les échanges à l'Assemblée nationale? Bon. Les raisons évoquées par le gouvernement, je n'entre pas dans ces débats, mais nous respectons quand même ce qui a été fait jusque-là. Mais nous savons que l'Assemblée nationale a étalé un certain nombre de griefs et que lui a formulé ses remarques et que l'Assemblée nationale a donné son point de vue. Et ce qui est arrivé est arrivé. Et je pense que nous n'avons pas, nous, en tant que... membre de la CRD et proche du président de l'Assemblée nationale, à faire beaucoup de commentaires là-dessus, étant donné que la décision n'a pas été une décision du président de l'Assemblée nationale, ça a été une décision de la plénière. Au moment opportun, c'est aux députés, s'ils ont un avis à donner, c'est aux députés de le faire, parce que sinon cette question risquerait d'être comme une question particulière entre le président de l'Assemblée nationale et le directeur général de la SNEL. Alors, à un certain moment, nous avions répondu au directeur général, étant donné qu'il avait effectué une sortie médiatique incriminant le président de l'Assemblée nationale. C'est qu'à cette époque-là, nous avons dit aussi à haute voix que le président de l'Assemblée nationale n'était pas directement impliqué parce que, à lui seul, il est là, il assure que la police des débats et la décision revenait à la plénière. Mais il avait un projet, vous l'avez dit, depuis 2014, qu'il portait à bras-le-corps. Ce projet a été freiné par la direction. C'est les soucis de tout le monde et de tout élu. Le président de l'Assemblée nationale est un élu du peuple.
le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis de l'électricité à la population congolaise. De même qu'il a et la promis population de l'électricité, la population congolaise n'attend que ça. Alors, si quelqu'un n'est pas en mesure de matérialiser la volonté du chef de l'État, nous, en tant que membres de l'Union sacrée, nous avons le droit de dénoncer ces comportements. C'est ce que nous avons fait, mais aujourd'hui, nous apprenons que le dossier a sensiblement évolué. Nous attendons le début effectif de ces travaux. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade-là, concernant le dossier électricité. Mais en même temps aussi, sur plusieurs projets, le président de l'Assemblée nationale est toujours silencieux, mais très impliqué pour toutes les questions qui touchent au développement de sa province. Beaucoup de gens confondent les choses. Le président Mbosso n'est pas habitué à toucher ou à voler l'argent de l'État. C'est un modèle de la gestion orthodoxe de la chose publique. Lui, son rôle en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est de plaider auprès du gouvernement pour que tout ce que le gouvernement a entrevoyé en termes de projets à caractère de développement soit aussi exécuté chez lui. Donc c'est ça. Mais si vous voyez quelqu'un, par exemple, aller là-bas, commencer à construire des stades, vous pouvez d'abord vous demander l'argent, il trouve ça où, il a eu ça où, il va commencer à faire ça. Est-ce que M. Mbosso Kodia trouve l'argent qu'il donne directement aux députés en dehors de l'argent réglementaire, légal qu'il perçoit? Vous avez les preuves. Vous avez les preuves. Vous n'en avez pas. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça a été avancé par l'opposition qu'il est des Les députés. langages de l'opposition, c'est un langage. Les langages de l'opposition, c'est un langage populiste. C'est un langage populiste. Ce qu'on ne peut pas soutenir avec de preuves tangibles, on ne peut pas aussi l'affirmer sur la place publique. Donc, moi, je suis convaincu que ce qui est fait jusque-là par le président de l'Assemblée nationale, ça s'est fait selon la règle de l'art. Et il respecte le principe de gestion et il a toujours été comme ça depuis qu'il est là. Et c'est pourquoi il ne va pas changer sa façon d'être pour pleurer à ceux qui sont habitués à voler l'argent du pays. Il est là et il croit, il est un partenaire du gouvernement, il est persuadé que le gouvernement va répondre à ça. Et la CRD, où est-ce que vous en êtes avec le dépôt des candidatures? Monsieur Mbosso Kodia sera candidat je suis très heureux de vous annoncer que nous avons aligné 500 candidats sur toute l'étendue du pays. Le président de l'Assemblée nationale est candidat dans sa circonscription électorale pour des Kenge et territoires où il va se représenter pour solliciter le suffrage de sa population. Merci. Merci beaucoup. Lupsen Mukanza, membre de la CRD, la Convention pour la République et la démocratie, mais pour le cas de cette émission, vous étiez plutôt venu en tant que communicateur du président de l'Assemblée nationale. Oui. Après vous, normalement, je devais avoir un membre de votre parti aussi, Chama Mouila, mais malheureusement, il n'est pas venu, faute justement de temps, d'un problème technique qu'il a rencontré également. Merci infiniment d'être passé sur Télé 50, donc Kinshasa direct, pour nous donner quelques précisions autour du développement du Congo. C'est moi qui vous remercie, M. Gaëtan. Je remercie aussi le directeur général de cette merveilleuse chaîne, Jean-Marie Kassamba, et toute l'équipe technique qui nous permet de nous exprimer en toute liberté. Et vraiment, je félicite l'organisation et surtout l'opportunité qui nous a toujours été offerte pour que nous nous exprimions, que nous parlons de la République et nous parlons de nos partis politiques, qui est la CRD de son autorité morale, Christophe Mbosso Kodia Pwanga, les sages de la République. Merci beaucoup, merci encore une fois. Merci à vous également de votre fidélité. Vous étiez là depuis le début, depuis 18h juste, l'heure à laquelle nous avons débuté. Nous n'avons eu qu'un seul invité, l'autre n'est pas venu suite à un problème, je dirais, fortuit qu'il a rencontré en cours de chemin. Nous l'aurons probablement la semaine prochaine. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Le programme reste en continu. Vous le suivrez également sur YouTube dans Banamboka Congo. Entre-temps, dans quelques minutes, ce sera le journal à 19h avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonsoir chez vous.